Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Plotin et les mystères de la vie intérieure. Conférence par Thierry Hadda, philosophe, directeur de Nouvelle Acropole France. Enregistré à Paris Espace Le Moulin, le jeudi 7 septembre 2023. Nous allons donc passer cette soirée en la compagnie de Plotin. Je vous propose que nous puissions échanger pendant 1 heure. Je vais faire un exposé d'1 heure et ensuite je répondrai à vos questions. Et on essaiera de creuser de l'intérieur cette approche qui me tient particulièrement à cœur. Plotin est un des premiers philosophes que j'ai découvert lorsque j'étais tout jeune. Et le jeune homme un peu désabusé que j'étais a trouvé beaucoup d'espoir à l'intérieur de l'approche de Plotin. Et j'espère pouvoir vous faire partager quelque chose d'actif, de praticable, d'inspirant, mais surtout d'opérationnel au travers de cette rencontre. Déjà pour nous situer, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'actualité de cette pensée, nous vivons aujourd'hui dans un monde dont la caractéristique est d'être confusion, où tout est devenu marchandise et où on pense que l'on peut tout consommer. Ce qui est sain et rafraîchissant dans l'approche de Plotin, c'est qu'il n'a rien à vendre. Il nous propose simplement, par l'exemple de leur vie, une autre relation possible à nous-mêmes. Ces philosophes de l'âme, et surtout Plotin, se situent à cheval entre 2 domaines. La philosophie d'une part, la spiritualité de l'autre. La philosophie dont l'objet est de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et la spiritualité dont le propre est de chercher à distinguer entre ce qui est superficiel et éphémère et ce qui est profond et permanent. Plotin se situe donc dans cette catégorie. Il fait partie, comme le disait Oriane en introduction, des mystiques, c'est-à-dire qu'il cherche non seulement la vérité, mais la profondeur. Il est dans une quête d'union de l'âme avec un principe supérieur qui se situe justement au plus profond de l'âme. Et j'emploie volontairement ce type de principe supérieur et pas de Dieu, puisqu'il y a au XXe siècle un certain nombre d'études universitaires qui ont été faites, notamment sur la mystique sauvage, qui visent à comprendre que cette approche mystique est une dimension universelle de l'esprit qui ne peut en rien être enfermée à l'intérieur du dogme ou d'une religion particulière. C'est une posture de l'âme, un élan qui cherche à s'unir à la profondeur. Donc, avec Plotin, on est en présence d'un autre aspect méconnu de la vie philosophique. Là, on ne cherche pas simplement une forme de vie avec davantage de sagesse dans une quête de bonheur, mais il y a une recherche de l'unité. L'enjeu, là, c'est l'expérience de l'unité. Voilà pour nous situer. Alors, on est au IIIe siècle de notre ère, à Alexandrie, en 233. Plotin a 28 ans, et c'est là qu'il va rencontrer un certain Ammonios Saccas, qui a fondé l'école éclectique d'Alexandrie. Il va l'écouter, l'entendre, et il va dire « c'est lui que je cherchais », et il ne va plus le quitter pendant une dizaine d'années. Cette école, dont les membres se nommaient les philalètes, c'est-à-dire les amoureux de la vérité, prendra un essor tout particulier avec Plotin. Sa démarche philosophique va donc l'amener, et c'est ça que je
qui est l'essentiel, ce que je voudrais qu'on puisse partager, non pas à une théorie, bien que le mot théoria signifie contemplation, mais à une pratique, c'est-à-dire à un élan d'union qui va lui faire mener une vie ascétique, tournée vers les efforts de la pensée pour s'abstraire du monde ordinaire. Cette école, que l'on nommera bien plus tard les néo-platoniciens, aura ensuite, un écho tout à fait considérable, pas simplement dans le monde médiéval, mais encore jusqu'aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans les détails de la pensée de Plotin, juste 5 minutes pour vous camper le personnage, parce que réellement, il n'est pas banal. Déjà, il avait honte d'avoir un corps. Oui, ça existe. Il y en a, à l'époque où on est fier de le montrer partout, où on le déforme, le lift, le Photoshop pour le rendre plus beau, lui avait honte du fait même d'avoir un corps, non point qu'il ne fût point beau, mais d'avoir un corps. Oui, entrez. Faut y aller franchement dans ces cas-là. Allez-y. Donc, il avait honte d'avoir un corps, il ne parlait jamais de sa famille et ne voulait pas qu'on fasse ni son portrait, ni son buste. Et alors, je vous le cite, « N'est-ce pas assez, dit-il, de porter cette figure dans laquelle la nature nous a enfermés, sans en plus en transmettre la ressemblance à la postérité, de même que quelque chose qui en vaudrait la peine. » Donc, c'est déjà bien précis, c'est une forme de distance par rapport à sa propre existence dans ce qu'elle a de corporel. Il avait des maux de ventre, il les traita par le mépris, ce qui ne fut pas très efficace, puisqu'il fut toute sa vie malade. Il n'a jamais mangé de viande, et il se touchait à peine au pain. Et il ne se préoccupait en toute chose, non pas de son confort ou de la manière dont les choses allaient se passer, mais du sens de ce qu'il était en train de faire, forçant l'admiration de ceux qui vivaient à ses côtés. Il n'a jamais voulu qu'on célèbre son anniversaire. Il n'a jamais dit précisément le jour où il était né, et bien sûr encore moins qu'on fasse un festin ou un quelconque sacrifice ce jour-là. Cependant, lui-même invitait tous ses amis à un festin et sacrifiait en l'honneur de Platon le jour de sa naissance en demandant à chacun des invités de faire un message en honneur au maître dans ce moment-là. De son sommeil, on nous dit qu'il ne dormait que peu et que sa vie quotidienne était tendue, nous y reviendrons, dans une seule direction, celle de l'attention permanente. Bien qu'il connaisse la géométrie, l'arithmétique, la mécanique, l'optique, la musique, il n'a pas investigué ou développé particulièrement ces matières. Il a écrit sur le tard, à la cinquantaine, il a écrit, et peut-être est-ce dans l'écriture que l'on va trouver le trait le plus saillant qui permet de comprendre la manière dont cet homme vivait, pensait et travaillait. Pour écrire, il commençait par se concentrer. Puis, quand il avait le paragraphe ou le chapitre en tête qu'il voulait écrire, soit en le dictant, soit lui-même, il le faisait d'une seule traite, sans jamais s'interrompre, sans jamais relire, sans jamais modifier. Si intervenait quelqu'un au moment où il était en train d'écrire, il s'interrompait, discutait aimablement avec la personne et reprenait sans relire en rien là où il en était arrêté la suite de l'écriture. Voilà. C'est très, caractéristique
de son approche mentale et de sa concentration. Il n'acceptait de communiquer ses livres qu'à un très petit nombre de personnes, triées sur les volets, et en s'assurant du caractère de ceux à qui il transmettait. Lorsqu'il parlait, cet homme affable mais ordinaire semblait s'enflammer et son visage se transfigurait d'une quelconque manière. Et cette disponibilité, et son disciple dit de lui, je l'interrogeais pendant 3 jours pour apprendre de lui l'union du corps avec l'âme. Il passa tout ce temps à me démontrer tout ce que je voulais savoir. Donc ce n'est pas quelqu'un de hautain, d'austère, mais au contraire d'affable et disponible. Plus encore, il s'occupe, contre toute attente, des affaires de la cité. Il est introduit dans l'aristocratie et nombre de personnes finissent par lui confier l'éducation de leurs enfants. Sa maison bruisse du bruit d'une jeunesse active s'occupant des uns et des autres. Et il va de plus examiner les comptes que vont lui remettre les tuteurs, les matières qu'ils vont devoir étudier et les accompagner à l'intérieur de leurs études. Tout ceci en gardant une attention continuelle aux choses intellectuelles. Enfin, il était, d'une certaine manière, craint. C'est-à-dire que son regard était un peu trop perspicace. Et on raconte plusieurs affaires dans lesquelles, notamment une fois, on fait appel à lui puisqu'on cherche un collier qui a été dérobé par un domestique et il passe devant chacun, les regarde dans les yeux et finit par désigner une personne qui ensuite avoue et restitue le collier. C'est un regard un peu différent sur les êtres qui semblent les percer en profondeur. Donc, en synthèse, quelqu'un modeste, c'est peu dire, qui ne veut pas qu'on s'occupe de lui, d'une grande douceur, d'une société très agréable, hyper attentif, calme, précis, concentré. Alors, maintenant, rentrons dans les détails de sa pensée et d'abord, quel est le point essentiel de son approche? Pour Plotin, le point essentiel est l'usage que nous faisons de notre conscience. Et il y a cette phrase, s'il vous faut retenir une phrase de l'exposé de ce soir est la plus importante, un aphorisme célèbre de Plotin qui dit « Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. » Chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. C'est-à-dire qu'il assimile la conscience à un regard. Et il nous dit « Nous devenons ce qui nous préoccupe, nous devenons ce que nous regardons. » Est-ce que nous savons où est notre conscience? C'est ça la question. Est-ce que nous assumons une distance entre l'action et notre regard? On est présent là. Une chose, c'est d'être conscient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Une autre, faites l'effort en même temps, c'est d'avoir conscience de soi. On a conscience de soi et on a conscience d'être présent. C'est de cela, de ce type de pratique dont nous parle Plotin. Il nous dit, ceux qui occupent notre conscience l'assiègent, la captivent, et si ce sont les passions du corps ou nos manques affectifs, c'est eux qui vont finir par prendre otage notre conscience. Nous allons finir par devenir ce que nous regardons et à quoi nous nous identifions. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'actualité de la pensée de Plotin. Pour moi, elle est essentiellement
dans cet axe de travail très concret, apprendre à décoller son regard des choses. Ne pas être scotché par ce que l'on est en train de vivre. Il y a 25 siècles, Platon nous enseignait l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que le monde est une illusion que nous prenons pour réalité comme des ombres qui dansent sur la paroi d'une caverne. Donc, il y a plusieurs niveaux d'illusion et des réalités. Il y a les phénomènes du monde qui sont illusoires et que nous prenons pour réalité, comme nous l'expliquait Platon, mais aujourd'hui, la moyenne en France, c'est 32 heures par semaine devant les écrans. La moyenne, hein. C'est-à-dire que, comme il y a des gens qui n'ont pas d'écran, je vous laisse à deviner ce qui reste pour les autres. C'est-à-dire, en gros, à peu près un tiers du temps éveillé. Donc, il y a la caverne dans la caverne. Donc, déjà, le monde, que ce soit dans l'Antiquité ou aujourd'hui, par sa dimension phénoménale, est extrêmement envahissant, mais ce n'est rien à côté de toutes les stratégies d'addiction à l'intérieur desquelles nous sommes en train d'évoluer. Donc, l'actualité de Plotin, c'est prendre conscience de mon regard. Je suis où? Est-ce que j'ai fait le choix d'être conscient de ce à quoi je suis en train de penser? Est-ce que je suis réellement présent ou est-ce que j'ai été attrapé comme un oiseau par de la glu par les phénomènes ou sans parler des smartphones? Donc, décoller notre regard du monde. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir conscience de ce qu'on voit dans sa vie, mais d'avoir conscience de qui on est. C'est-à-dire, la première étape, d'avoir conscience d'avoir conscience. C'est-à-dire, je suis présent, je suis là, je sais pourquoi je suis là, je sais sur quoi je me concentre et je fais le choix de ce que je fais. Donc, tout ceci repose sur une autre approche de la réalité dans la relation au regard. Nous avons tendance à penser que ce qui est important est ce que nous vivons. Pour Plotin et les philosophes de l'Antiquité, ce qui est important, c'est le regard que nous portons sur les choses. Il y a des regards qui chosifient et qui emprisonnent, en transformant tout en consommation. Et il y a des regards qui élèvent, qui magnifient et qui symbolisent. On peut s'élever en écoutant les enseignements de Platon ou considérer qu'on transpire et qu'il fait chaud. Tout est possible. Ça dépend simplement de à partir d'où nous regardons les choses. Le plus important n'est pas qu'est-ce qu'on regarde, mais à partir d'où on regarde. Donc le regard dépend du plan dans lequel se situe notre conscience. On parvient encore aujourd'hui à concevoir que théoriquement on n'est pas dans le même plan si on est en train de manger ou si on est en train de contempler une œuvre d'art. Parce que c'est une activité différente. Je dis théoriquement parce qu'aujourd'hui, ce à quoi sont confrontés les responsables des musées, c'est que les gens se bousculent devant les œuvres d'art, non pas pour les regarder, mais pour prendre un selfie avec l'œuvre d'art derrière. Il a fallu intervenir au musée de la Shoah ou à Auschwitz parce que les gens se prennent en photo à l'intérieur d'Auschwitz ou sur les rails. Ça dit quoi? À part un puissant besoin égotique, ça veut dire que la conscience n'a pas conscience d'elle-même et de ce que signifie ce qu'elle est en train de faire. Il y a juste une conscience de l'environnement horizontal dans lequel on évolue, avec un besoin de reconnaissance et de valorisation de soi. Donc, la vision de Plotin repose sur une autre représentation du monde. Premièrement, le monde n'est pas simplement une chose
qui nous est donné pour que nous le consommions. L'univers, comme pour toute la pensée antique, l'univers est comparable à un être vivant dans lequel il y a une sympathie qui relie toutes les parties de cet être vivant dont notre âme participe et dont elle participe de l'intelligence qui gouverne cet univers. À l'opposé de ce monde chosifié dont je vous parlais, Plotin perçoit le monde comme le reflet vertical d'une autre réalité. C'est comme s'il y avait une image qui était en haut et qu'elle se reflétait en bas. Comme si le visible et le mesurable étaient simplement le reflet de quelque chose au-dessus d'invisible et d'incommensurable. Ça, c'est la représentation mentale de Plotin. Et le monde émane à partir d'une origine. Alors, il n'y a que 4 termes. Là, on rentre dans la partie peut-être la plus abstraite de la pensée de Plotin, et qui est importante à comprendre, c'est d'où vient l'origine de l'homme et de l'univers, et comment est-ce que la conscience va cheminer à l'intérieur des structures du monde. Pour lui, à l'origine, il y a l'un. Cet un primordial est le mystère ou l'absolu dont on ne peut rien dire. C'est le principe premier, la cause de toute chose, là d'où tout émane. Donc, on ne peut rien en dire. C'est l'origine en tant que mystère absolu. De cet un primordial va émaner l'être. Et là commence la subtilité. Qu'est-ce que veut dire émaner? Nous pourrions, par rapport à ce processus de l'émanation, vous savez, le comparer un peu à une fontaine dans laquelle l'eau jaillit tout en haut, et puis tombe dans une vasque, puis encore une vasque, et puis encore une autre vasque. Gardez cette idée en tête, mais effacez-la, puisqu'en fait, l'eau bouge effectivement, va passer d'une vasque à l'autre, tandis que dans la pensée de Plotin, l'émanation est quelque chose de différent. C'est comme la lumière qui émane du soleil, la chaleur du feu, le parfum de la fleur. La fleur reste semblable tout en dégageant son parfum. Le soleil est immobile tout en dégageant sa lumière. Il n'a jamais cessé d'être lui-même, tout comme l'un ne cesse pas d'être lui-même tout en donnant naissance à l'être. Et ensuite, ce processus par émanation que je viens de vous expliquer va se reproduire à un autre étage. Et maintenant, de l'être va émerger nous ou l'intellect. L'intellect n'est pas ce que nous appelons intellect, nous pourrions l'appeler également intelligence. Le terme grec, c'est nous. Je vais vous lire Plotin, c'est plus simple. Il dit « Imaginez une sphère transparente qui contiendrait tous les êtres de l'univers en mouvement ou en repos. » Ça y est, vous l'avez la sphère? Puis, de cette sphère, supprimez le volume, la diversité des lieux, tout ce que vous pouvez imaginer des matériels. Vous aurez là une idée du monde intelligible, un monde sans étendue, mais où on distingue une multitude d'affections et de rapports. Voilà. Ça, c'est nous. Le monde des principes et des idées. Et de l'intellect, nous, de ce monde intelligible, va émaner l'âme. L'âme en tant que principe de production et d'animation du monde sensible, c'est-à-dire ce qui donne vie au monde dans lequel nous sommes. L'âme pourra reconnaître en elle les traces de l'intelligence et de nous. C'est ce qui nous permettra de nous livrer à une réelle réflexion. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, voilà les 4 niveaux, l'un, l'être, l'intellect ou nous, et l'âme. C'est un processus qui va des origines à partir de la non-manifestation
jusqu'au monde manifesté à l'intérieur duquel nous sommes. Et ce que propose Plotin, qui peut sembler peut-être pour nos contemporains ahurissant, c'est de faire le chemin inverse par la conscience. C'est de remonter en sens inverse pour proposer à l'âme de s'unir au principe supérieur ou à l'unité. De faire donc ce chemin du retour qui nous demande de sortir d'une activité de la conscience uniquement extérieure. Vous imaginez que le monde dont nous parle Plotin est aveugle pour une immense partie de l'humanité, celle qui ne verra dans le réel que ce qu'elle est capable de voir avec ses yeux physiques, et celle qui ne comprendra comme conscience que la conscience d'un objet extérieur, comme si on était en train de regarder un film au cinéma, et qu'on ne puisse pas comprendre conscience comme un mouvement qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, dans notre vie intérieure, nous allons y revenir, parce que si la conscience n'est qu'à l'extérieur, eh bien alors, elle va totalement dépendre des circonstances. Nous serons, formatés comme des objets manufacturés par le monde dans lequel nous serons en train de vivre, sans rajouter la caverne de la caverne avec les écrans et notre évolution contemporaine. Donc, pour lui, c'est un peu comme si tout partait d'un centre pour aller vers la périphérie, vers la circonférence. L'univers, au départ, il y a simplement un point. Tout se dilate et se déploie au travers de ce mécanisme d'émanation, de ce processus de l'émanation. Et puis, la conscience a cette opportunité incroyable de partir de la surface et de revenir vers le centre. Voilà le parcours qui est proposé. Mais pour cela, nous avons besoin d'une vie intérieure. C'est pour ça qu'on a mis sur l'affiche Plotin et les mystères de la vie intérieure, parce que c'est pas tant les niveaux les plus subtils de sa métaphysique qui me semblent d'actualité aujourd'hui, que le fait de donner des pistes concrètes à tout un chacun par rapport à la vie intérieure. Alors, déjà, comment est-ce que nous pourrions définir cette vie intérieure? Eh bien, comme le lieu où se trouve notre racine d'unité. Le lien à partir duquel on peut commencer à faire le premier pas pour revenir vers le centre, puisque tout homme, nous dit Platon, a une racine d'unité, et aucune âme n'est totalement plongée dans les préoccupations du monde et du corps. Il y a toujours un moment, un interstice, une fente, une fissure par lesquelles nous sommes préoccupés d'autre chose, d'une autre vie que celle des phénomènes extérieurs. Et il nous explique comment l'accomplissement pour la conscience, c'est précisément de devenir consciente d'elle-même et de déployer sa vie intérieure. Il y a une image qui n'est pas de Plotin, mais que je trouve belle, qui dit que la vie intérieure, c'est un petit peu comme la natation. Pour faire la planche, il faut simplement arrêter de faire des mouvements désordonnés. On arrête de bouger, on écarte les bras, on ne bouge pas, et on fait la planche. Eh bien, faire la planche, c'est un petit peu, dans l'analogie de la natation, c'est qu'il nous appartient de faire avec le mental pour déployer la vie intérieure, renoncer au mouvement désordonné et agité de la conscience. À partir du moment où nous allons commencer à travailler cette vie intérieure, les exercices que nous propose Plotin, c'est de commencer à agir
en mobilisant notre mémoire, notre volonté, notre conscience, pour pas simplement agir à l'extérieur, mais en même temps agir à l'intérieur. Essayer d'unifier l'intérieur et l'extérieur. Et si nous faisons quelque chose à l'extérieur, commencer à le faire à l'intérieur également. Et si nous nettoyons quelque chose à l'extérieur, nettoyons-le à l'intérieur. C'est un processus d'unification. Cette démarche de déploiement de la vie intérieure conduit peu à peu à une transformation personnelle. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui deviennent de plus en plus illusoires et caduques au fur et à mesure que la vie intérieure de l'individu grandit. Il devient moins facilement prisonnier des circonstances et des propositions qui lui sont faites. Il commence à se simplifier. Et là, apparaît dans ce travail de simplification la proposition de Plotin, qui est magnifique. Peut-être vous connaissez ce texte dans lequel il propose de se sculpter soi-même. Il dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue. Reviens à toi-même et regarde. Si tu ne te vois pas encore toi-même beau, fais comme le sculpteur qui voit la statue devenir belle. Il enlève, il gratte, il polit, il nettoie jusqu'à paraître un beau visage dans la statue. Toi aussi, enlève ce qui est superflu. » Donc, la proposition de Plotin, c'est d'enlever ce qui est en trop. C'est pas d'apprendre, c'est au contraire d'enlever. C'est un cheminement de dépouillement du superflu. Et c'est pour ça que je vous disais au début, ça n'a rien à voir avec une quelconque approche religieuse. Il n'y a pas de dogme moral. On n'est pas en train de dire « Oh non, ça c'est pas bien, il faut pas le faire ». On est en train de dire simplement « On enlève ce qui est innécessaire, ce qui n'apporte rien, ce qui ne procure aucune élévation, ce qui n'est d'aucune aide pour aller vers le centre et pour être pleinement conscient de moi-même, je m'en détache. » Voilà ce travail de purification, parce que le mot purification, il sonne mal à nos oreilles, avec des connotations morales ou religieuses un peu lourdes. Mais la purification, pour Plotin, c'est ôter ce qui, en nous, au fond, fait obstacle pour que nous puissions laisser émerger la dimension lumineuse et réelle de notre être profond. C'est-à-dire, si nous enlevons ce qui bouche et qui est à la surface, alors, sans rien faire d'autre, nous allons voir émerger notre véritable nature. Ainsi, le mal lui-même n'est qu'un agrégat. C'est pas une perversion de l'âme, une maladie. C'est simplement une contamination. On pourrait dire que par le dépouillement de ce qui est étranger à l'âme, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui s'est surajouté, toutes les concrétions. Imaginez un beau vase qui aurait sombré dans le naufrage d'un navire et sur lequel se serait mis au fond de la mer plein de concrétions en faisant quelque chose d'informe et d'être totalement, recouvert d'agrégats et de coquillages. Il n'y a aucune négativité, il s'agit simplement d'enlever tout ce qui n'est pas l'âme, pour peu à peu voir réapparaître la nature profonde de l'âme. En faisant ainsi, tout homme possède, nous dit-il, la capacité d'atteindre le bonheur par la purification. Pourquoi ? Il nous dit, celui-là seul échappe au sortilège, qui, malgré l'attraction des facultés inférieures de son âme, déclare que rien de ce qu'elle déclare être un bien n'est pas un bien. C'est-à-dire que s'il est attiré par quelque chose qui ne fait pas particulièrement sens,
la capacité que nous avons à ne nous détacher de ce qui ne fait pas sens, suffit pour progresser dans la construction de nous-mêmes. Cette démarche, on l'a appelée, si on revient sur ce que nous expliquions tout à l'heure par rapport au regard, une métanoïa. La métanoïa signifie un retournement, une conversion, un changement de direction. Le propre de l'enseignement de Plotin par rapport aux autres philosophes de l'Antiquité, c'est que la vie bonne, la vie heureuse ne suffit pas, comme je vous l'ai dit au début. Il propose de revenir vers l'unité, et pour cela, la métanoïa est indispensable. C'est un changement de la direction du regard. C'est-à-dire à la fois regarder le monde, et en même temps, comme il nous dit, retourner les regards vers l'intérieur, c'est un peu de zen, pour se demander qui regarde. Ça, c'est la métanoïa. On regardait jamais en étant prisonnier de ce qu'on regarde. Peut-être on pourrait résumer l'approche et les préconisations de Plotin à cela. N'être jamais prisonnier de ce qu'on regarde. N'être jamais attaché par la conscience, puisque c'est nous qui posons le regard de notre conscience sur les choses, et nous savons pourquoi nous le faisons, et dans une seule finalité, rejoindre l'unité originelle. Porphyre, son disciple, dans un de ses ouvrages qui s'appelle « De l'abstinence », va dire « Ce retour à l'unité ne se fait à rien d'autre qu'à notre véritable moi. » Il ne s'agit pas d'aller ailleurs, il s'agit de retourner à qui on est vraiment. Et l'assimilation ne nous demande à rien d'autre de nous assimiler qu'à notre véritable moi. Notre véritable moi, c'est l'esprit. Voilà ce que dit Porphyre. Et effectivement, Plotin va nous enseigner que l'âme peut peu à peu se diriger vers l'être si elle assume de cheminer par la réflexion et la contemplation, alors elle pourra remonter le processus de l'émanation vers la source. Je voudrais qu'on revienne sur cette idée de réflexion. Pour les anciens, la réflexion ne signifie pas simplement l'acte de penser, mais un processus de concentration indispensable pour sortir de la profusion des idées et de la confusion, pour parvenir à une idée précise qu'on puisse ensuite intérioriser afin de parvenir à une élévation, afin qu'on puisse sortir de la subjectivité de ce qui me plaît ou qui ne me plaît pas, mais parvenir à une vision juste et profonde des choses. Donc, cette concentration, intériorisation, élévation est les chemins qui nous conduisent à notre véritable moi. Être réellement capable de réflexion. Ensuite, c'est dans la contemplation de l'intelligible, c'est-à-dire de l'intellect, que peu à peu, l'âme va accéder à sa véritable nature. C'est en retournant le regard vers nous-mêmes dans ce processus authentique de réflexion que l'âme pourra revenir à sa véritable nature. Quelle est la pratique essentielle que propose Plotin pour accomplir ce cheminement? La toute première, c'est l'attention à soi. Faire attention à sa conscience, c'est faire attention à soi. Il y a une phrase
d'Épictète, et donc pas de Plotin, mais qui résume bien cette intention de la pratique, et qui dit « Tu n'as été ébranlé par nul autre que par toi-même ». Ça, c'est la base de la pratique. Tu n'as été ébranlé par nul autre que par toi-même. Il nous arrive tous à un moment de plaindre ou de gémir ou de considérer que, 3 points de suspension, d'une certaine manière, nous sommes victimes des autres, des circonstances, Tu n'as été affecté par nul autre que par toi-même. Donc, c'est très précis. On met notre concentration sur notre conscience pour lui éviter de geindre, mais commencer à progresser. L'attention à soi signifie donc s'intéresser de près à ce que l'on fait. Que suis-je réellement en train de faire là, maintenant? Que suis-je réellement en train de penser là, maintenant? C'est une attitude fondamentale de vigilance pour garder l'âme éveillée. Et Plotin, comme je vous le disais tout à l'heure, est l'exemple de cette vigilance, de cette présence d'esprit, comme je vous le signalais dans sa capacité d'écriture. Il s'interrompt et recommence. Le récit de tout ce qu'il doit dire est déjà à l'intérieur de lui-même. C'est ce que les orientaux appelleraient une forte discipline mentale. L'attention implique une pratique qui nous amène peu à peu à muscler notre discipline mentale, comme une action volontaire pour avoir des résultats concrets, à l'opposé de tout intellectualisme, pour être davantage présent au travers d'une discipline et d'exercices pratiques qui nous amènent à un savoir-faire. Le but, c'est de rester maître de nous-mêmes face à une difficulté. Maître de nous-mêmes ne signifie pas simplement ne pas fuir, mais ne pas perdre ses moyens. Pouvoir accéder au plus haut de nous-mêmes, même en cas de difficulté. Et là, c'est une préoccupation fondamentale. Il ne s'agit pas tant de savoir plus. Si déjà nous pouvions chaque jour vivre au plus haut de nous-mêmes. Peut-être c'est une de mes motivations essentielles en tant que philosophe et responsable des Nouvelles Acropoles, c'est que chacun puisse se battre pour agir au plus haut de lui-même. Je considère qu'il n'y a pas de perte de dignité et in fine de souffrance plus importante que d'agir en dessous de soi. C'est-à-dire de se décevoir à soi-même. De ne pas agir selon ce qu'il nous a tant coûté déjà à nous-mêmes d'ancrer à l'intérieur de notre conscience et de ne pas nous dire « Ah oui, je le savais, mais je suis retombé dans le panneau ». Donc, agir à la hauteur de notre conscience, c'est ça la pratique, c'est-à-dire pouvoir élever la conscience pour agir et choisir par rapport à ce qui nous élève. Voilà, on pourrait dire, le but de la pratique de toutes les écoles de philosophie, mais encore plus particulièrement dans la clé de Plotin, de parvenir à l'élévation. Parce que cette élévation, elle va nous amener à 3 choses qui sont essentielles. La liberté, on est d'accord, il n'y a pas besoin de long développement, que celui qui est prisonnier et attrapé par les illusions du monde n'est pas libre, même s'il se pense pouvoir consommer ce qu'il veut, il est juste esclave de ses propres passions. Le but est donc de s'affranchir de cet esclavage, de devenir libre, mais surtout autonome et indépendant. De ne devoir sa conscience à nul autre que soi-même.
de n'avoir besoin de recevoir l'affection des personnes pour se sentir être. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'enrichir et vouloir partager l'affection à l'autre. Mais ce que nous sommes et notre identité ne peut pas reposer sur l'affection que les autres ont pour nous. Dans toutes les écoles de l'Antiquité, il y avait 3 groupes d'exercices spirituels, c'est-à-dire de pratiques concrètes. L'exercice spirituel, ce sont toutes ces pratiques qui ont fait pour garder conscience. Alors, il y avait les pratiques qui nous maintenaient actifs par rapport au monde sensible, comme on disait par rapport à Plotin, déjà par rapport au sommeil, par rapport à la nourriture, par rapport au désir, aux émotions. Il y avait les pratiques qui sont importantes dans une clé mentale, savoir se souvenir, savoir se concentrer, savoir lire, savoir se rappeler de ce qui est important, savoir maîtriser ses représentations. Vous savez, on nous annonce une nouvelle et tout d'un coup apparaissent des images à l'intérieur de nous-mêmes qui parfois ne sont pas positives et qui vont déjà entraîner l'action sur une pente funeste. Et enfin, troisièmement, toutes les pratiques d'élévation, celles qui nous permettent de voir les choses de plus haut, des méditations contemplatives, qui nous permettent de prendre de la distance par rapport à notre quotidien. La finalité de toutes ces pratiques, c'est de faire de l'approche quelque chose qui permet de construire peu à peu les barreaux d'une échelle, d'une progression qui puisse permettre à la conscience de s'élever. Pour Plotin, c'est par l'expérience sur soi et par une relation différente à son environnement que l'on apprend. Cela n'a rien à voir avec un quelconque enseignement théorique ou intellectuel ou, tel que le propose la philosophie universitaire aujourd'hui, quelque chose d'académique dans un langage compliqué. Il s'agit d'une pratique simple qui puisse nous permettre de revenir à nous-mêmes. Donc, la réflexion, la contemplation et l'attention à soi sont les outils clés pour permettre de former l'âme dans son chemin vers le retour. Et pour citer un autre philosophe antique, Épictète, il nous disait « De même que les exercices corporels répétés de l'athlète donnent à son corps une forme et une force nouvelles, de même, par les exercices spirituels, le philosophe développe sa force d'âme. » Donc, on est bien en train de parler d'une pratique et d'un retour à nous-mêmes. Et ces exercices, tels que Plotin les concevait, étaient en lien avec des vertus. Le premier niveau des exercices, en lien avec la maîtrise des passions, pour faire simple, c'est ceux qui nous permettent de vivre en société et d'avoir une conscience morale, de se respecter et de respecter l'autre. Puis viennent les exercices de réflexion, c'est-à-dire d'examen de conscience. Ceux dans lesquels nous sommes en mesure d'examiner nos propres actes pour nous rendre compte s'ils correspondent finalement à nos choix. Et enfin, viennent les vertus qui sont celles de l'âme purifiée, qui sont en lien avec les pratiques de la contemplation. L'âme ayant maîtrisé les passions peut se tourner vers l'intellect et parfois, pourquoi pas, remonter jusqu'à l'un. Il y a cette phrase de Plotin qui synthétise bien sa proposition. Écoutez bien, c'est assez étonnant. En devenant quelqu'un, on n'est plus le tout. On lui ajoute une négation.
En devenant quelqu'un, on n'est plus le tout. On lui ajoute une négation. Tu t'agrandis donc en rejetant tout ce qui est autre que le tout. Tu t'agrandis en rejetant tout ce qui est autre que le tout. Un philosophe oriental, Sriram, proposait la même chose en disant « Il faut apprendre à devenir personne ». Devenir personne, ce n'est pas n'être rien, c'est être tout. C'est ne pas se diminuer en se ramenant à soi-même. C'est une perspective élevée. Pour clôturer, je voudrais insister sur le fait que quel que soit le niveau d'obscurcissement dans lequel nous sommes, quelle que soit la confusion qui peut nous agiter, nous avons toujours en nous le contact et le lien avec cette racine de l'intelligible. Nous participons toujours de cela. Nous ne sommes jamais complètement détachés ni arrachés à la vie divine de l'intelligible, dit Plotin. Nous ne la voyons pas, tout simplement parce que nous regardons là où elle n'est pas. Il s'agit donc de changer la direction de notre regard. Et 2 dernières citations pour clôturer. Une de Gustave Thibon, qui est un philosophe chrétien, qui dit à peu près la même chose. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque à la lumière. Dit autrement, on est en train de regarder ailleurs. C'est pour ça qu'on est dans le nord. Et enfin, la dernière phrase qu'aurait déclaré Plotin à son disciple Eustochius au moment de décéder. Je m'efforce de remonter ce qu'il y a de divin en moi à ce qu'il y a de divin dans l'univers. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés avant sa mort. Voilà. J'ai close cet exposé